Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission qui parle avec les intellectuels, les entrepreneurs, les cadres, les scientifiques, les ouvriers aussi. Et c'est une émission qui est ouverte sur le monde entier. On avait programmé pour aujourd'hui deux personnalités. Stéphane, qui est quand même un homme de terrain en ce qui concerne l'Afrique, qui a travaillé sur beaucoup de projets africains. Il est là. Alioune Barry, qui est le président de l'Observatoire des droits de l'homme en Guinée, était programmé. Malheureusement, il nous a fait faux bond. Alors, nous allons faire avec Stéphane. Le sujet est simple. Il faut réformer l'Union africaine. Il faut en faire un outil crédible. Il faut faire de l'Union africaine l'équivalent de l'Union européenne. Une union qui sait prendre de bonnes décisions quand il le faut. Par exemple, dans le cadre de la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Union africaine aurait pu prendre des décisions en disant il faut cesser du côté de Kagame de taper sur la République démocratique du Congo, sinon on t'exclut de l'Union africaine. Ça aurait été une très bonne décision. Mais il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui est agressée. Vous avez le Soudan, ils s'entretuent tous les jours pour le pouvoir. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre à la porte Béchir. Béchir a été mis à la porte, il est en prison. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir font n'importe quoi. Ils s'entretuent. L'Union africaine doit avoir ce que j'appelle la voix au chapitre en disant à ces assassins, si vous prenez le pouvoir, ce n'est pas pour tuer vos populations, c'est pour construire plutôt vos pays respectifs. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler du rôle de l'Union africaine. L'Union africaine, elle a été créée pour dire que quand il y a des conflits interafricains, nous devons trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Ce n'est pas du tout le cas. L'Union africaine est devenue une coquille vide. Elle ne bouge pas. Elle est paralysée. Par quoi, par qui, on ne sait pas. Alors, nous, de la société civile, journalistes et autres, tous ceux qui pensent et qui veulent faire l'Afrique de demain, nous disons qu'il faut redynamiser l'Union africaine, il faut lui donner un sens, il faut repenser l'Union africaine. C'est dans ce cadre précis que nous recevons Stéphane, qui a eu la gentillesse de répondre à notre appel et qui surtout était à l'heure. Je le félicite, parce que les Africains doivent prendre de bons exemples, nous devons être à l'heure, nous devons être rigoureux et nous devons savoir où nous allons. Alors Stéphane, l'Union africaine, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Alors, avant tout, merci de me recevoir sur votre plateau et surtout pour un sujet tel que celui-là, aussi stratégique que celui-là. Hein, quel avenir pour l'Union africaine? S'il y a bien une question stratégique pour le continent africain, je pense que c'est celle-là. Alors, ce que je pense de l'Union africaine aujourd'hui, c'est que c'est une structure particulièrement intéressante avec beaucoup de points positifs. Mais malheureusement, ces points positifs sont bien souvent gommés par des points négatifs. Les points positifs, eh bien, ils sont relativement simples. L'organisation est bien organisée, avec un conseil, avec une assemblée parlementaire de l'Union africaine, avec différentes institutions, notamment le Conseil de paix et de sécurité, qui est particulièrement important. Je dirais qu'on pourrait comparer un peu l'Union africaine à l'Union européenne en termes d'organisation. Alors l'Union européenne a ses propres écueils, capitalisons au niveau de l'Union africaine pour ne pas reproduire ces écueils. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut être un point d'amélioration, je pense. Donc les structures existent, elles sont bien organisées, dépendent notamment des institutions comme l'OAPI pour la propriété intellectuelle, etc. Donc, tout ça est vraiment très bien structuré. Ça, c'est, je dirais, le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que l'Union africaine a une véritable vision stratégique. L'agenda 2063, c'est un document extraordinaire. Aujourd'hui, nous souffrons dans le monde, les États souffrent de ne pas avoir de vision stratégique.
L'Afrique en a une. C'est cet agenda 2063. Un exemple et qui rentre dans le cadre de cet agenda, la stratégie africaine pour l'intelligence artificielle de 2023. Elle est tout aussi contemporaine des stratégies d'intelligence artificielle des États occidentaux. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de très positif au niveau de l'Union africaine, c'est d'avoir une vision stratégique et donc sur le long terme, ce que beaucoup d'États n'ont plus malheureusement aujourd'hui. Un troisième point positif, c'est que c'est une organisation continentale. On ne peut pas dire la même chose en Europe. L'Union européenne n'est pas continentale. Il y a une partie des États européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, ce qui défraye d'ailleurs la chronique aujourd'hui avec le cas de l'Ukraine, par exemple. Dans le cas de l'Union africaine, tous les États africains en sont membres, hein, y compris les États insulaires auxquels on pense malheureusement rarement et qui sont des États africains également. Quelques exceptions quand même de territoires qui ne sont pas totalement autonomes et là forcément je pense à Mayotte, je pense à Tristan d'Acunha, etc., hein, aux Canaries, mais ce sont des exceptions. Donc 3 points positifs, mais des points négatifs également qui viennent parfois un peu enrayer tout cela. Le premier, je dirais que c'est le fait que l'Union africaine se repose sur les communautés économiques régionales. Comment avoir une vision continentale lorsque l'on divise le continent en communautés régionales ou locales? C'est, à mon sens, le meilleur moyen de cristalliser certaines identités, de permettre des évolutions disparates entre les communautés et donc d'avoir une vision de moins en moins cohérente au niveau du continent. Ça, c'est un point négatif. Alors, comment faire autrement? C'est un vaste sujet. Mais c'est quelque chose qui vient contrecarrer, je dirais, la bonne marche des objectifs primordiaux de l'Union africaine. Le deuxième point négatif, c'est qu'au regard de son budget, l'Union africaine, c'est un budget d'environ $1 milliard. Avec $1 milliard, pour un continent, on ne peut pas faire grand-chose. Soyons honnêtes là-dessus. Et lorsqu'on n'a pas suffisamment de moyens, que se passe-t-il? Eh bien, on se soumet inéluctablement aux appétits de ses propres concurrents. Alors, quand je parle de propres concurrents, ce sont les autres entités du monde. Ce sont tout simplement des ingérences étrangères dans l'Union africaine, que ce soit de l'Europe, que ce soit des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, et j'en passe beaucoup. Donc il y a de véritables risques d'ingérence étrangère ou d'influence étrangère très importante du fait que le budget est relativement faible et donc crée des dépendances. Ça, c'est le deuxième point négatif. Et le troisième, c'est que, excepté pour les spécialistes, l'Union africaine, personne ne la connaît. Il n'y a pas de stratégie de communication dans le monde de l'Union africaine. Il n'y a pas de stratégie d'influence de l'Union africaine pour être mieux connue. Si l'on prend le dossier de la ZLECAf, qui est bien un dossier de l'Union africaine, mais qui parle de la ZLECAf en dehors d'une certaine élite africaine? Personne. Alors que c'est certainement le projet d'intégration en matière de libre-échange le plus ambitieux au monde aujourd'hui. Qui plus est d'actualité, puisqu'il s'agit bien de tarifs douaniers. S'il y a bien un sujet d'actualité depuis quelques semaines, ce sont bien les tarifs douaniers. Eh bien, qui a parlé, depuis qu'on a mis les tarifs douaniers sur le devant de la scène, de la ZLECAf? Personne.
parce qu'il n'y a pas de stratégie de communication de la part de l'Union africaine. Ça, je dirais que c'est le troisième point négatif. Et ces 3 points négatifs sont les pendants des 3 points positifs. Finalement, les uns gomment les autres, et nous avons une Union africaine qui devient en quelque sorte une coquille vide. Cher ami, je tiens à vous dire que justement l'Union internationale des journalistes africains va mettre en lumière de plus en plus l'Union africaine elle-même. Nous ferons un très grand débat prochainement pour parler de l'Union africaine, ses objectifs et le but à atteindre. L'Union africaine s'est piégée elle-même. Il y a des États membres qui ne financent même pas leurs cotisations, qui ne payent pas leurs cotisations. Et là, il faut rendre hommage à l'Algérie, qui paye non seulement sa cotisation, mais paye la cotisation de certains pays africains, ce qui est inacceptable. On ne peut pas être un État membre de l'Union africaine et ne pas être capable de payer sa cotisation. Nous allons en parler. Ensuite, il faut des leaderships. Les pères fondateurs, Nkrumah, Sékou Touré et beaucoup d'autres, c'était des gens qui avaient une vision à l'époque et qui ont dit, nous créons l'Union africaine justement pour que nous puissions être entendus, respectés. C'est ça le but. Même l'objectif qui a été à l'époque à l'origine de la création de l'Union africaine. Nous faire entendre, nous faire respecter, parce qu'on a des mines de diamants, on a des mines de mines d'or, on a des puits de pétrole. Alors, ce qui est inacceptable, c'est que ces États membres, au lieu de mettre toutes ces bonnes ressources au service de la formation des cadres, eh bien, ils se sont pris dans la corruption. Et l'Union africaine doit condamner la corruption, la mauvaise gestion. L'Union africaine doit mettre dans la tête des Africains que leur pays, ce n'est pas souvent la propriété, ça ne sera jamais la propriété d'une minorité. Il faut mettre l'accent là-dessus. Un chef d'État qui prend le pouvoir et qui en fait ce qu'il veut, prend son pays en otage, crée des conditions de conflit, mais il se dédie lui-même, je dirais même, il se condamne lui-même. Il faut qu'il y ait une pédagogie, dire aux Africains, quand vous prenez le pouvoir, c'est pour le bonheur du peuple et non pas pour vous-même. Donc, l'Union africaine, nous allons lui donner un nouveau souffle, une nouvelle, je dirais, espérance en quelque sorte, une sorte de résurrection. Et nous, on ne cherche à être ni ministre, ni ambassadeur, ni président de la République. Ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est le continent. Ce qui nous intéresse, c'est le fait de voir que des jeunes Africains ne peuvent plus vivre ni à Ouagadougou, ni à Bamako, ni à Conakry, ni à Addis Abeba et autres, qui sont obligés de partir de leur pays et de leur continent. Ce n'est pas normal. Notre rôle, c'est de dire que trop, c'est trop et qu'il faut prendre de bonnes décisions. Maintenant, vous avez la jeunesse qui est avec nous. Laetitia, à la fois artiste. Alors là, elle a ce que j'appelle quelque chose de Miriam Makeba. Oui, oui, c'est pourquoi je l'ai choisie comme co-animatrice. C'est-à-dire que nous, quand on voit quelqu'un qui a du talent, on doit donner ce que j'appelle la chance à ce talent. C'est un peu, c'est pourquoi je dis, elle sera toujours animatrice de cette émission avec moi. Et je vais lui passer la parole d'abord parce qu'on entend les artistes. Miriam Makeba était une grande artiste qui a dû faire ce qu'il fallait faire pour que l'apartheid cesse. Et nous avons eu les futurs Miriam Makeba. J'espère que les petits Miriam Makeba seront à la hauteur de la tâche. Alors, d'après ce que vient de dire Stéphane, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Ben, merci beaucoup, Lancinet, pour cette introduction et pour la parole. Stéphane, moi, je trouve que vous avez dit énormément enfin, vous avez tout exposé sur la table et notamment sur les points principaux à prendre en considération. Moi, un qui retient mon attention et qui, je pense, est peut-être l'une des interrogations que l'on se pose, et même notamment au niveau de la jeune génération, puisque quand même,
Pour le rappeler une nouvelle fois, le continent africain est l'un des continents dont la population est la plus jeune. On compte 25% de la population mondiale est vraiment très active et qui représente du coup le futur en termes de main-d'œuvre et de talent et même de ressources à l'échelle humaine. Mais l'un des points, moi, qui m'interroge, c'est que oui, on parle de l'Union africaine. Le fait que chaque État membre, donc les 54 États, sont représentés au sein de cette union. On parle justement des problèmes d'indigérence et de financement, sachant que le continent africain est quand même l'un qui, en termes de ressources premières, de matière, est celui qui nourrit le monde et donc qui normalement n'aurait pas de problème à avoir à cette échelle-là. Donc moi, ma question, voilà, quand on reparlait justement des pays qui ne financent pas peut-être leurs cotisations, mais ma question est la suivante, et vous l'avez intuitivement, je pense, évoqué. Si une organisation est gérée par ses confrères extérieurs, pour ne pas dire concurrents, comment aujourd'hui peut-elle réellement mettre en avant des solutions, mettre en avant des politiques en soi, et dans le sens premier du terme, qui puissent établir de l'ordre interne, une visibilité même interne, si au final, peut-être ces politiques et ces idées qui souhaitent être mises en avant, n'iront iront peut-être en concurrence en soi avec les personnes qui aujourd'hui gouvernent cette union et gouvernent par le poids financier qui est aujourd'hui me semble être le nerf de la guerre un peu de tout, de toute entité, si on peut dire, ou tout État, afin d'assouvir sa puissance et de mettre en pratique ses idées. Donc, n'est-ce pas là vraiment la première problématique qui fait que, avec toutes les volontés qu'on puisse mettre aujourd'hui en avant, cette organisation-là et l'ordre qui est mis en place à date, n'est-il pas à revoir? Et si tel est le cas, quelles seraient les solutions ou peut-être même déjà les petits points qu'on pourrait mettre en avant afin d'y pallier? Alors, effectivement, on doit avoir les moyens de ses ambitions si on veut réussir quelque chose. Or, aujourd'hui, les ambitions existent, hein. C'est l'agenda 2063 que j'ai évoqué, une vraie stratégie, mais il n'y a pas les moyens pour les réaliser, ces objectifs. Ni les objectifs de développement durable, ni les autres objectifs de l'agenda 2063. Alors, ça pose la question du financement. Ça, c'est certain, du financement de l'Union africaine. Alors, il y a bien une taxe prévue justement sur les échanges de marchandises entre pays, une taxe de 0,2%, mais moins de la moitié des États membres l'ont mise en place et cotisent en quelque sorte. Alors, il y a parfois la solution avec l'Algérie qui cotise pour plusieurs, etc. Mais ce sont de fausses solutions finalement. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et ce ne sont pas des efforts si considérables que ça. Hein. Toute chose proportionnellement gardée, évidemment, au regard de la pauvreté de certains États africains. Hein, ça, il faut aussi en tenir compte. Ça, ce sont les moyens financiers qui créent des dépendances, hein, comme on l'a dit. Dépendance vis-à-vis de bailleurs de fonds. Il y a un projet de l'Union africaine, eh bien, pour pouvoir le réaliser, il va falloir un budget. Donc, on va aller chercher les fonds chez un bailleur de fonds, la Banque mondiale, l'Union européenne, ou la coopération d'un État, peu importe, que ce soit la Chine, le Brésil ou peu importe qui. Mais ça crée des dépendances et ça permet à ceux qui financent de s'immiscer dans le projet et de dire, ben non, faut pas le faire comme ça, faut plutôt le faire comme ça. Mais alors, le projet n'est plus un projet de l'Union africaine, mais un projet du bailleur de fonds. Et ça, moi, j'appelle ça de l'ingérence étrangère. Très peu d'auteurs, très peu d'analystes osent dire que la Banque mondiale
c'est un vecteur d'ingérence américaine. C'est une réalité. Personne n'ose le dire. Idem quand c'est l'Agence française de développement qui finance un projet ou quand c'est un projet européen ou autre. Ces fonds, l'Afrique en a besoin, mais il faut y mettre des conditions. Dans un cahier des charges, on fait en sorte que l'ingérence étrangère ne puisse pas se produire. Mais ça, ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que le cahier des charges, comment fait-on pour avoir un cahier des charges? Eh bien, on passe par un cabinet, qui généralement est un cabinet occidental, qui fait un cahier des charges qui correspond à ces entreprises et à ces bailleurs de fonds. Ça, c'est un grand problème. Quels sont aujourd'hui les grands cabinets de conseil ou juridiques africains? Il y en a très peu. Il y en a, mais il y en a très peu. Ou alors ce sont des succursales des grands cabinets anglo-saxons. Exactement. Ça, c'est un problème à résoudre et une des solutions, parce qu'il y a de très bons spécialistes en Afrique, il y a de très bons juristes, il y a de très bons économistes, il y a tout ce qu'il faut, il y a les cerveaux pour créer ces cabinets internationaux, africains, mais ce n'est pas fait. Ça, c'est aussi peut-être une solution. Alors, il y a aussi le fait que, comme dans toute organisation internationale, eh bien, chacun garde sa souveraineté. Et certains États membres de l'Union africaine sont parfois sous l'influence d'autres États hors du continent africain. Évidemment, cela se répercute dans l'Union, inéluctablement. Alors comment gérer ça? Alors je dirais que tous les États sont toujours dépendants d'un autre finalement, même ici en Europe ou ailleurs, sauf que certains acteurs mondiaux se dégagent particulièrement, mais évidemment les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie aussi, beaucoup, de plus en plus, qui se tournent vers l'Afrique. L'Union européenne, alors je préfère parler d'Union européenne que des États européens parce que il faut aussi se rendre à l'évidence que les États européens individuellement ne pèsent plus grand-chose dans la balance s'ils ne sont pas unis ensemble. Mais on voit là aussi que l'Union européenne n'est pas toujours dans une vision unique, n'a pas toujours une position commune parce que ça reste une organisation d'États souverains et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et c'est normal. Et donc, il ne peut pas en être autrement à l'Union africaine. Exactement. En sachant qu'il y a beaucoup plus de membres et qu'il y a aussi, je dirais, une ligne de scission qui n'empêche pas les coopérations et les collaborations, bien sûr, entre une Afrique, je dirais, latine et francophone ou lusophone et une Afrique anglophone avec une culture différente. Et on pourrait rajouter une Afrique du Nord encore différente, avec une culture différente. Moi, j'ai toujours tendance à dire, quand on me parle du continent africain, le continent africain, c'est très bien, mais entre quelqu'un du Zimbabwe et quelqu'un du Maroc, entre un Guinéen et un Éthiopien, quels sont les points communs, à part d'appartenir au même continent? Il est donc très difficile de s'accorder, de se mettre d'accord. Les réalités sont différentes. Certains pays ont une façade maritime, d'autres sont enclavés. Certains pays sont de tradition juridique de common law, d'autres de droit civiliste. Et ainsi de suite. Et on pourrait multiplier les exemples. Ce qui fait que comment se coordonner lorsque l'on est différent? Bien, le seul moyen, c'est de trouver le point commun, la colonne vertébrale qui relie tout le monde. Et cette colonne vertébrale, l'Union africaine l'a trouvée. Ce sont les échanges. Et les échanges, eh bien, c'est la ZLECAf. C'est ça aujourd'hui ce sur quoi l'Union africaine doit, à mon sens, mettre le paquet. Au lieu de se disperser avec des budgets sur une multitude de projets, il faut centraliser et avoir donc les moyens de son ambition et pas de ses ambitions
parce que l'Union africaine ne pourra pas régler tous les problèmes de l'Afrique. Exactement. Il faut se concentrer sur un axe, et l'axe qui va apporter quoi? Si c'est un travail sur les tarifs douaniers, ça va apporter plus de sécurité dans le climat des affaires, ça va apporter de l'investissement supplémentaire et donc générer de la valeur. Qui dit générer de la valeur dit générer une fiscalité pour les États membres et donc la possibilité d'une redistribution et donc de création d'infrastructures, etc. et aller de l'avant dans le développement. Il faut choisir une colonne vertébrale qui permet ensuite de s'ouvrir sur d'autres choses plutôt que de se disperser. Alors, Mais il faudrait que les gens sachent que l'Union africaine, quand elle a été créée, des gens comme Julius Nyerere avaient mis en cause l'influence de la Banque mondiale. Julius Nyerere l'a dénoncé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est encore mieux aguerrie. La jeunesse de son âge et de beaucoup d'autres jeunes actuellement savent ce que vous dites là. Le nouveau souffle doit venir de cette jeunesse en disant, voilà, votre continent est dans ce que j'appelle dans la boue. C'est-à-dire que la famine, les guerres, mais c'est dû tout cela à ce que nous appelons le fait que ceux qui sont censés diriger ne maîtrisent pas ces sujets. Et c'est ce qui fait le sens même de notre combat, c'est-à-dire reformer l'Union africaine avec un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, une nouvelle vision. C'est ça qui va permettre à l'Union africaine de sortir de l'état actuel des choses. Les juristes africains, nous allons les appeler lors du prochain débat. Il faudrait que vous ayez justement des cabinets pour dire quand il y a la Banque africaine qui s'ingère dans telle ou telle situation, qu'il faut mettre ce que j'appelle des règles. Il faut absolument faire en sorte que les Africains ne soient pas perdants. C'est ça qui nous permet, nous aussi, aujourd'hui, ça nous donne encore plus de force que jamais. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que l'Afrique serait aujourd'hui encore plus bas que bas. Et je ne me réjouis pas. Je ne m'en réjouis pas. Je ne l'accepte pas. Que l'on sache que l'Afrique a la possibilité de s'en sortir à condition qu'on crée ce que j'appelle des systèmes qui permettent aux meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire donner la place à la compétence. La médiocrité, ça suffit. Donc, l'Union africaine doit rebondir. C'est notre devoir de le faire. L'Union africaine ne doit pas être là parce que l'Union européenne, de temps en temps, donne de l'argent, parce que l'Union européenne, si elle donne de l'argent à l'Union africaine, ce n'est certainement pas sans arrière-pensée. Non, mais je salue l'Union européenne parce que malgré tout ça, elle tient bon. La preuve, l'Union européenne a fait bloc pour défendre l'Ukraine. Ça, c'est déjà une bonne chose. Si les Africains disent, mais après tout, si l'Union européenne arrive, malgré ces divisions, l'Allemagne par-ci, le machin par-là, mais ils arrivent à un moment donné à dire, non, trop c'est trop, il faut absolument se mettre d'accord. Mais l'Union africaine peut faire la même chose en disant, et je le redis, il faut qu'on cesse de nous dresser les uns contre les autres. De toute façon, la mafia internationale, elle ne fait que ça. Plus elle enfonce les États pour prendre je dirais quelques nègres de service qui financent. La mafia finance ces quelques nègres de service pour pouvoir s'en mettre plein les poches. D'ailleurs, c'est pourquoi ça va mal dans le monde. Trop de mafia tue la mafia. C'est ce qui se passe. Non. Il y a trop de mafia dans le monde actuel. Donc, l'Union africaine ne doit pas rester ce que j'ai en train de dire, tout va bien, on chante, on danse. Non. Ça suffit de chanter et danser quand on s'enfonce dans la misère. On peut chanter et danser justement pour élever le niveau du débat, pour aller de l'avant. Donc, notre devoir, c'est de faire appel à la nouvelle génération. La génération de Ousmane Sonko. Voilà des gens qui ont fait leurs études au Sénégal et qui, tout d'un coup, disent « nos aînés ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils ne sont pas allés au-delà de ce qu'il fallait faire. » Nous,
jeunes Sénégalais, en tout cas j'espère que les Ousmane Sonko seront à la hauteur de la tâche. Mais nous, on est là aussi pour leur dire, soyez à la hauteur de la tâche. Donc, vous serez invités au débat que nous avons organisé sur l'Union africaine. Nous ne sommes pas ni des agitateurs, ni des provocateurs. L'Union africaine doit tirer des leçons de ses échecs actuels. Vous savez, quand il y a eu les guerres civiles au Libéria, je ne sais pas si vous avez suivi ça, des tas de morts. En Sierra Leone, des tas de morts. Mais dans beaucoup d'autres pays africains, même quand il y a eu l'affaire Biafra, entre le Nigeria et les machins, mais tout ça, c'est à la fois l'œuvre de la mafia internationale, des intérêts sordides, et c'est à l'Union africaine de dire trop, c'est trop, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, que ce soit les pays anglophones, que ce soit les pays du Portugal, les anciennes colonies du Portugal, d'Allemagne et autres, nous devons trouver une solution amiable, crédible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser donc une très grande conférence très prochainement et assez rapidement sur ce sujet intéressant pour tout le monde. Si demain l'Afrique se porte bien, vous aurez moins de migrés, c'est-à-dire les Marine Le Pen, les Zemmour et beaucoup d'autres n'iront plus dans les grands médias dire voilà, si la France va mal, c'est parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent de... Donc, il faut au moins que les Européens, et c'est pourquoi je suis très fier d'avoir un Européen sur le plateau pour en parler, il faudrait que eux-mêmes, les Européens, sachent qu'aussi longtemps qu'il y aura des guerres en Afrique, il y aura beaucoup d'Africains qui seront obligés de venir. Donc, notre rôle, c'est de trouver des solutions amiables dès maintenant. Et ça, c'est possible. Puisqu'on va dialoguer, puisque les entrepreneurs seront invités, puisque les hommes d'affaires seront invités pour dire, voilà, l'Afrique doit être africaine et il faut qu'elle se développe, mais pour qu'elle se développe, il faut qu'on sache qu'on ne peut plus continuer. Vous savez, Monsieur Stéphane, le cas de Sarkozy, je le cite parce que j'en suis fier de le citer. Sarkozy prend un grand chef d'État africain qui s'appelle Abdoulaye Wade. Un type qui juridiquement est formé dans la tête, qui a fait de solides études, et qui a même été 2 fois président de la République du Sénégal. Sarkozy lui dit, on va éliminer Kadhafi. Mais pour l'éliminer, il faut que tu sois avec moi. On va le dire à Kadhafi de se rendre. Mais bien avant, Kadhafi nous avait prévenu que quand l'Occident veut mettre la main sur, par exemple, les matières premières de tel ou tel pays, alors on les fusille d'abord médiatiquement. Et Kadhafi avait compris que le fait de le faire passer pour le plus mauvais chef d'État, le plus grand dictateur, on l'appelait même Hitler à l'époque, et qu'il fallait effectivement que les médias occidentaux, là, les médias occidentaux n'ont pas fait de cadeau à Kadhafi, hein, jusqu'à ce que Sarkozy, maître d'œuvre de cette situation, prend l'avion avec mon ami Wade. Wade était mon ami. Pour dire, on va en Libye, on dit à Kadhafi de se rendre parce qu'il est mauvais, parce qu'il est ceci. Ils sont allés. Mais en fait, c'était pour préparer l'élimination d'une façon ou d'une autre de Kadhafi. C'est grave, ce que je dis là. Bon, que s'est-il passé? Ils ont fini par lui mettre la main dessus. Et c'est très grave. Parce que finalement, quand ils ont tué Kadhafi, ça a abouti à la situation actuelle aussi. Mais il n'y a pas seulement qu'en Libye. Je me souviens, et je le redis, quand Bob Denard a été pour tuer 2 chefs d'État successivement, Ali Chouali aux Comores, après il a tué Abdallah. Mais c'est très grave. Ça a été la meilleure façon d'anesthésier en quelque sorte le peuple comorien en disant si vous bougez, voilà patati patala. Donc, aujourd'hui, nous pouvons le dire sur le plateau sans être inquiétés, nous devons mettre fin à tout ça. Et l'Union africaine doit s'impliquer pour que cela cesse. Donc, mon cher Stéphane, en tant qu'Européen, convaincant et ami de l'Afrique, et de toute façon, je verrai toujours ce que disent mes amis européens. Je dis ensemble, si nous nous entendons sur l'essentiel, nous sommes tous gagnants. Si demain, les pays africains réellement se libèrent, travaillent pour eux-mêmes, tout en étant coopérants avec vous,
On est tous gagnants. Alors, nous disons et nous insistons, l'Union africaine, nous ne la laisserons pas aller plus bas que bas. Nous ne le ferons pas parce que on ne se reconnaîtrait plus. Donc, de ce point de vue, j'ai une seule question à vous poser. L'Union européenne peut-elle elle-même déjà, en finançant une partie des cotisations de l'Union africaine, elle le fait par humanisme, elle le fait parce qu'elle sait qu'elle a été elle-même à un moment donné victime du nazisme économique et autres. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Poutine et avec... ben oui, c'est grave ce qui se passe. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui finance l'Union européenne justement par humanisme? L'Union européenne, oui. Voilà la question. Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre parce que l'Union européenne, c'est aussi une communauté de valeurs. Ça, c'est indéniable, de valeurs démocratiques, c'est issu de la philosophie des Lumières, etc. Donc, c'est une vraie communauté de valeurs et je pense que c'est ça qui réunit avant tout les Européens. Il n'y aurait pas pu, à mon sens, avoir de marché unique et d'élargissement de l'Union européenne s'il n'y avait pas ce tronc commun de valeurs partagées. Ça, c'est la première chose, mais qui concerne l'Europe en Europe. Dans ses relations avec le monde, l'Europe met souvent en avant ce corpus de valeurs. Ça, c'est indéniable également. Et parfois, même des valeurs qui ne correspondent pas aux us et coutumes et aux valeurs ailleurs dans le monde, ce qui amène parfois des conflits. Mais je dirais le tronc commun de ces valeurs, ce sont quand même des valeurs de liberté, de démocratie, etc., qui sont un des objectifs de l'Union africaine d'ailleurs. Donc là, les choses fonctionnent bien. Mais évidemment, les membres de l'Union européenne, en tout cas certains d'entre eux, ont quand même un passé avec l'Afrique qui est le passé colonial. On a longtemps parlé du précaré de la France, de la Belgique, etc. C'est une réalité. On ne peut pas gommer cela. On ne peut pas couper un morceau de l'histoire et en faire fi. Ça ne fonctionne pas. Donc, ben forcément, il y a toujours une forme de paternalisme, en quelque sorte, des Européens vis-à-vis de leurs anciennes colonies. Pas qu'en Afrique d'ailleurs. Hein. Encore aujourd'hui, entre le Portugal et le Brésil, et pourtant les indépendances sont bien antérieures. Donc, vous voyez que cette forme de paternalisme, elle est inscrite dans la culture, dans les modes de pensée, et je dirais même un peu dans les valeurs. Hein. On essaye de transposer nos modèles démocratiques ailleurs. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? À mon sens, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas forcément adapté au corpus de valeurs locaux et aux us et coutumes locaux. Hein, je prends toujours cet exemple. Ici, en Europe, on aime bien que le chef d'État change tous les 5 ans, voire moins dans certains pays, alors que dans la culture bantoue, c'est pas du tout un problème que le chef reste jusqu'à sa mort. Et donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit et faire preuve d'intelligence culturelle et de comprendre quelles sont les pratiques et les coutumes là où on veut importer une valeur ou autre chose. Et donc, lié à ce passé, l'Europe, il va toujours avec cette arrière-pensée que on va apporter mieux que l'existant. Mais c'est pas vrai, on n'apporte pas mieux, on apporte autre chose. Et aujourd'hui, cette autre chose, il doit s'imbriquer avec l'existant en Afrique pour faire du gagnant-gagnant, et pas uniquement pour imposer quelque chose. Mais ça, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent dire, mais ce que vous nous apportez, c'est bien, mais on va l'agréger à ce que nous avons pour faire quelque chose qui nous correspond. Et c'est là où les choses, malheureusement, ne sont pas toujours faites. Et donc, forcément, puisque ce n'est pas fait, eh bien, on se soumet à une forme d'ingérence
Alors on parle de l'Union européenne, on pourrait faire la même chose avec d'autres puissances, parce que la problématique est plus ou moins la même. Mais justement, pour rebondir sur ces points, comme vous parlez de système de valeurs, n'était pas là justement le nœud et le problème que nous avons avec le continent, donc avec l'Afrique, vu que son système de valeurs a été complètement repensé, si je puis dire, ou invisibilisé avec l'histoire que l'on connaît. Vous parlez justement de ce paternalisme qui a été reçu d'autres cultures et donc qui ont imposé ou voilà implanté leur système de valeurs. Et aujourd'hui, n'est-elle pas en fait là le nerf j'aime pas dire le nerf de la guerre parce qu'on n'est pas dans un conflit justement, mais est-ce que ce n'est pas là justement la difficulté, c'est de savoir qu'en fait aujourd'hui nous évoluons avec des systèmes de valeurs qui se heurtent avec des systèmes de valeurs ancestrales et qui parfois sont peut-être même non compris par rapport justement à cette nouvelle évolution que nous sommes en train de vivre, parce que nous changeons même de système de valeurs à l'échelle mondiale aujourd'hui. Notre façon de consommer, notre façon d'échanger n'est plus du tout la même, et ça, ce n'est même pas qu'à l'échelle africaine, mais à l'échelle du monde. Donc, lorsqu'on reparle de l'Union africaine, lorsqu'on nous dit qu'il faut justement la repenser, même avec d'autres systèmes, est-ce qu'il n'y a pas en fait un problème beaucoup plus profond où en fait en Afrique, nos systèmes de valeurs ont été complètement dilués, que les organisations individuelles sont aussi parfois conflictuelles par rapport à ce qui se passe même au sein même des pays. Et donc, n'y a-t-il pas déjà un premier point à prendre en considération afin de pouvoir repenser cette Union africaine qui est quand même nécessaire dans tous les cas par rapport aux échanges internationaux, par rapport à ce qui est aujourd'hui, mais en rappelant quand même l'existant, puisque moi je crois fortement, et vous le dites aussi quand vous parlez de l'Union au final européenne, lorsqu'on connaît ses racines, lorsqu'on connaît justement ses valeurs, il est quand même plus facile de réfléchir et de s'ancrer pour pouvoir évoluer et perpétuer. Donc n'y a-t-il pas là un problème déjà de base sur ces systèmes de valeurs qui ne sont pas clairs et qui pour moi un peu sont le reflet de cette ingérence et de ces problèmes de prise de décision ferme quant à des problématiques quand même notoires et qui ne devraient pas avoir lieu. Effectivement, je pense qu'on soulève là la problématique des identités. Les identités africaines, de façon générale, hein, ont été diluées dans une culture occidentale et une culture religieuse, des religions du livre. Ça, c'est important de le souligner parce qu'on voit le paysage religieux aujourd'hui en Afrique avec cette recrudescence des églises du réveil et ces dérives sectaires aussi, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que tout cela a été importé en Afrique. Alors que les croyances que l'on peut qualifier de religieuses aussi préexistaient, mais ont été en quelque sorte mises entre parenthèses. Les identités n'ont pas forcément disparu pour autant, mais elles ne reposent plus sur un patrimoine culturel commun, mais sur une identité diluée. Ce qui a amené, à mon sens, les conflits ethniques en Afrique, qui n'avaient aucune raison d'être, les conflits ethniques en Afrique, et prenons l'exemple du Rwanda et du Burundi, avec deux ethnies majoritaires. Pourquoi ces deux ethnies se sont entretuées? Parce que le colonisateur a instrumentalisé ces deux ethnies pour leur donner des fonctions. Telle ethnie, gestion administrative, telle ethnie, agriculture. J'invente volontairement. Et finalement, quand les indépendants sont arrivés, ces deux ethnies qui coexistaient pacifiquement avant la colonisation et qui se partageaient les rôles culturels,
ont fini par être jalouses l'une de l'autre, et finalement, ça aboutit à des catastrophes terribles. Pourquoi? Parce qu'on a dilué un existant, vous l'avez bien dit, ce mot dilution est le bon mot, et finalement, les identités africaines aujourd'hui ne reposent plus sur un tronc commun de valeurs partagées, mais sur les différences et les distinctions qui ont été mises en exergue pendant la période coloniale. Et ça, c'est une catastrophe parce que on compte les morts par millions et par millions depuis quelques décennies. Donc là, il y a bien un problème de socle culturel commun. Mais ce socle culturel commun, il préexistait. Il suffit d'aller le rechercher. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais nous avons, et même durant la période coloniale et dans les pays coloniaux, il y a toujours eu des anthropologues de bonne qualité, de grands intellectuels qui ont fait ce travail mais qui n'ont jamais été écoutés parce que on préférait exploiter les terres pour faire de l'huile de palme, du coton ou que sais-je, plutôt que d'écouter les anthropologues. Hein? Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'étudiant qui fait des études d'anthropologie ne trouvera pas de travail. Et pourtant, c'est fondamental ce qu'il fait. Exactement. On est rentré avec l'Occident dans une société de la consommation et de l'économie à tout prix. Et c'est ce qu'on a été faire dans les colonies. Et aujourd'hui, puisqu'on a été faire ça et qu'on n'a pas écouté nos intellectuels pendant cette période et après qui plus est, eh bien, on est passé à côté de l'essentiel. Si on avait fait ça intelligemment à l'époque, eh bien aujourd'hui, les relations entre les anciennes colonies et les anciens colonisateurs seraient excellentes, mais on n'a pas su le faire. Et justement, aujourd'hui, puisque notre émission, c'est ça, c'est préparer le futur africain afin d'éviter le déboire du passé. Et comme l'a très bien dit Lanciné par rapport à la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, justement, la clé ne serait-elle pas la diaspora et bien sûr la jeunesse, puisque ont ce même socle commun par rapport à leurs origines et les histoires, on a justement vous, parce que moi, la transmission, elle se fait de toutes parts, que ce soit nos anciens en Afrique, mais aussi en Occident, puisqu'elle elle est de partout. Et là, ce ne serait-il pas justement opportun aujourd'hui de mettre en avant justement cette diaspora qui représente à peu près 80%, si je ne me trompe pas, à travers de grandes communautés, enfin de grands États occidentaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ou voilà, mais de se dire de simplement voir notre présent tel qu'il est organisé aujourd'hui, de voir justement ces ressources humaines telles qu'elles sont dispersées aujourd'hui, et de se dire que repenser notre Union africaine pourrait partir déjà sur ces bases, parce que les sachants, nous en avons dans différents domaines, et ça nous permettrait de pouvoir transmettre, mais au moins de réfléchir, comme vous l'avez dit, que ce soit avec les conseils ou autres, mais de réfléchir sur des bonnes bases, mais avec les bonnes racines et les bons socles de réflexion, pour après communiquer et évoluer sur une direction claire et qui serait gagnante, justement, dans les deux sens. Avant même que Stéphane ne réponde à la question de Laetitia, j'appartiens à une génération qui a été d'abord animiste. J'ai été dans la forêt sacrée. On m'a appris ce que c'est que des plantes médicinales. Je montais aux cocotiers et aux palmiers. Je savais monter comme ça, les cocotiers, les palmiers, j'allais très haut à l'époque. On m'apprenait dans la forêt sacrée la chasse et naturellement la pêche. Et on nous apprenait la bonne tenue, l'endurance, le sérieux, et ne jamais accepter d'agresser son voisin. Quand j'étais animiste, c'est ce qu'on nous apprenait. Bien, mais en même temps,
on nous disait la meilleure façon de s'élever, c'est de travailler. C'est-à-dire que quand j'étais dans la forêt sacrée, on m'inculquait la culture du travail. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis très étonné quand je vois des jeunes parfois se plaindre quand ils sont en bonne santé, au lieu de travailler, pleurnicher. Quand j'étais dans la forêt sacrée, je n'avais pas le temps de pleurnicher. Je quittais la forêt sacrée, j'allais au champ. Ensuite, arrivé à l'école coranique. J'arrive à l'école coranique, je lis les versets coraniques, je vois qu'il y a du bien et que parfois il y a des choses qui, évidemment, me laissent un peu perplexe. Et je pose des questions à mon maître coranique. Pourquoi il y a ici, pourquoi il y a cela? Et le maître coranique, il répondait. Ensuite, j'ai la chance d'aller à l'école française. Alors là, n'en parlons pas. On m'apprend ceci, tel et cela, Jules César, tout ça c'est très bien. Je me souviens que je posais des questions en tant qu'enfant à l'époque. Comment se fait-il, il n'y a pas de Jules César africain, guinéen? Alors le professeur, il se marrait, il dit, mais ça, ce sera autre chose. Le professeur me disait, on ne peut pas avoir de Jules César comme ça, du jour au lendemain, ici dans ton pays, en Guinée. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que nous étions formés justement pour que nos cultures soient le socle de notre départ. C'est ce qu'on appelait penser avec sa propre tête au lieu de se tromper avec celle des autres. Or, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas continué à penser avec leur propre tête et avec leur propre culture tout en étant ouverts aux autres cultures. La différence, c'est ça. C'est que les Asiatiques, que ce soit les Chinois, que ce soit les Vietnamiens et autres, eux, ils ont continué à vraiment penser avec leur propre tête, à former leur cadre selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, tout en étant ouverts à la technologie. Et c'est ce qui fait la valeur des Asiatiques. C'est pourquoi je dis que ce nouveau départ pour l'Union africaine, ce sera ce que j'appelle celle de la culture et celle de la repersonnalisation du continent et de ses personnalités. C'est terminé ce que j'appelle le régime médiocre. Nous mettons fin à ça avec l'Union africaine. Maintenant, je ne veux pas non plus monopoliser la parole parce que je suis pas un dictateur, ça se voit. Vous allez répondre donc à toutes les questions qui ont été posées par Laetitia. Mais voilà, ce que vous venez de dire est très juste. Il faut penser en africain, en Afrique. Je pense que la clé, elle est là. Et inculquer aux jeunes Africains, à la jeunesse africaine, de penser en africain. Voilà. Alors, je suis assez confiant là-dessus. Moi, j'ai la chance d'enseigner dans une université africaine, en République démocratique du Congo, à Likasi plus exactement. Et mon assistant est aussi le professeur de droit coutumier. Donc, moi, je donne le droit des sociétés. Eh bien, il emmène les étudiants chez des chefs coutumiers pour apprendre quelles sont les règles coutumières au quotidien, l'arbre à palabre, etc., etc. Et si on ne fait pas ce travail d'emmener la jeunesse africaine voir ses racines et comprendre ses racines, eh bien, on n'aura jamais ce mode de pensée africain en Afrique. Hein? Alors, il y a bien des exceptions comme Mudimbe avec la philosophie africaine, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'inculquer à la jeunesse. Et c'est fait. La preuve, moi, j'en ai été témoin, en tout cas. Là, alors, j'ose espérer que c'est partout comme ça. Je ne suis pas sûr que dans les grandes universités des capitales, on le fasse ou qu'on puisse le faire, malheureusement. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des choses positives dans ce sens. Et puis alors, évidemment, le rôle des diasporas qui est très important. Il y a énormément de diasporas. Pas qu'en Europe, partout dans le monde. Et je dirais même qu'il y a des diasporas africaines en Afrique. Et ça, c'est un échange intra-africain particulièrement important sur lequel il faut absolument capitaliser. Mais les diasporas hors du continent, depuis quelques années, se structurent. J'ai remarqué que depuis une petite dizaine d'années,
on commence à avoir des associations plus structurées. Pas que l'association, j'invente, des Maliens du 94. Non, on commence à avoir des associations de la diaspora qui poussent les jeunes à investir dans leur pays d'origine, qui poussent à réfléchir sur l'emploi des nouvelles technologies dans leur pays d'origine. Ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Et ça se structure de plus en plus. Donc, je suis encore une fois très confiant là-dessus parce que les jeunes de la diaspora, qui pour certains n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine, ont envie d'y retourner. Par contre, il faut que le jour où ils y retournent, ils ne soient pas mal accueillis, qu'ils ne soient pas pris pour des Européens et qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils ne se fassent pas piller, parce que c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Je vous donne une anecdote, mais j'ai un jeune entrepreneur africain qui avait un beau projet. Il gagne un contrat avec une institution africaine. Il doit facturer, alors j'invente les chiffres, 100 000 $. On lui a demandé de facturer 1 million. C'est comme ça. Voilà. Hélas. Comment lui, avec sa petite entreprise, va justifier une facture d'1 million ici en France avec nos autorités qui vont contrôler jusqu'au dernier centime? Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut, et ça a été évoqué tout à l'heure, les dirigeants africains doivent être moins gourmands. Alors, je suis très franc quand je parle de ça, mais et c'est pas une critique parce que c'est quelque chose qui s'est institutionnalisé. Et pourquoi ça s'est institutionnalisé? Parce que c'est encore une fois ce que les Européens ont apporté en Afrique. Et donc, ça s'est reproduit au fil du temps et aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Donc, c'est pas une critique, mais le jeune entrepreneur de la diaspora aujourd'hui, s'il est confronté à cela, n'y retournera pas. Et non, il ne faut pas que l'Afrique se coupe de cette façon de sa diaspora qui a les compétences et qui a la volonté de faire des choses. Eh bien, c'est tellement bien dit que nous allons vers la fin de cette émission. On disait que s'il y a des corrupteurs, c'est qu'il y a des corrompus. S'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Alors nous, notre rôle, c'est facile. Nous luttons à la fois contre le corrupteur et contre le corrompu. C'est-à-dire que les deux ne sont pas du tout à se séparer. Il faut lutter contre le corrupteur qui vient avec de l'argent sale pour corrompre la personne qui est disposée justement à être le receveur en quelque sorte. Notre devoir, c'est de lutter à la fois contre le corrupteur et contre le corrompu. En Afrique, les deux ont fait ce que j'appelle leur preuve. Et ça a été négatif. Les corrupteurs et les corrompus ont régné. On a vu ce que ça a donné. Nous disons qu'il faut arrêter tout ça. Il faut de la transparence, qu'il faut de la rigueur et surtout au bénéfice de nos populations. Il faut que nos populations ne soient plus ce que j'appelle les cobayes des corrompus et des corrupteurs. Nos populations en ont trop souffert. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Je suis très content d'avoir sur le plateau l'invité qui est là, alors que l'autre invité n'est pas venu, qui est africain comme moi, et qui n'est pas venu. Je trouve ça inacceptable. Il faut que nous, Africains, qu'on ait le courage de nous corriger. Si je dis je viens sur le plateau, je dois venir. Si je ne peux pas, je préviens bien avant pour qu'on trouve un autre Africain. Donc, je remercie Stéphane, qui a été un excellent débatteur et qui sera invité prochainement pour parler de l'Union africaine. Naturellement, le dernier mot doit revenir à la jeunesse. Patricia, oui, il est né ici, elle est née ici. Elle sait ce que c'est que la valeur de la diaspora. Elle a toujours rêvé de servir son Cameroun natal, enfin son Cameroun, disons, qui est le pays de son papa, de ses parents.
Donc, Patricia, Laetitia, Laeti- Laetitia. Laetitia, la parole est à toi. Tu vas nous dire ce que tu penses de tout ça en tant que jeune né ici en Europe, particulièrement en France, parce que le continent t'appartient à toi aussi. Bah, tout simplement, ce que je dis, c'est que tout a été joliment et clairement exposé, qu'aujourd'hui, des avancées, des stratégies, des idées sont en cours. Elles sont partagées. Simplement, à nous de prendre le temps de nous poser, d'analyser tout simplement les ressources que nous avons en place, d'accepter également le passé tel qu'il a été, tel qu'il est, pour pouvoir justement réfléchir sur de bonnes bases et d'avancer avec les clés que nous sommes, je pense chacun d'entre nous, afin d'éviter les déboires du passé. Donc, on invite chacun d'entre vous qui regarderont l'émission, à nous rejoindre à la conférence qui aura lieu prochainement pour justement évoquer les solutions et, et vraiment de montrer, de manifester notre union, justement, afin de pouvoir réfléchir et repenser une union africaine à l'image du présent que nous vivons aujourd'hui, à l'image de son peuple, à l'image de la diaspora, mais à l'image aussi de tous les amis de l'Afrique, parce que pour moi, l'expression "on est ensemble" n'est pas juste une expression pour dire on va s'amuser, on va faire tout ensemble, mais on est ensemble fait partie justement de ce socle commun culturel, de se dire que nous avons des valeurs, nous avons des idées et nous avons surtout les moyens, les capacités de pouvoir être à l'image de ce qu'on pense et penser ce que nous devons faire. Donc voilà pour moi la conclusion. Stéphane, ajoute quelque chose. Invité du jour. Eh bien, c'est le mot de la fin est toujours le plus compliqué, hein, mais voilà, je pense que l'Union africaine, elle est là pour fédérer. Elle a un rôle fédérateur. Elle doit jouer son rôle. Elle peut jouer son rôle. Il faut juste qu'elle ait l'envie de le faire. Et on doit, qu'on soit européen ou citoyen du monde, je dirais, eh bien, on doit tous donner un peu de notre personne à l'Union africaine pour qu'elle puisse atteindre cet objectif fédérateur. Très bien.